Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les principaux titres de ce soir. Emmanuel Macron en visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Parmi les sujets au sommaire avec Donald Trump, le dossier nucléaire iranien. Des manifestants de retour dans les rues à Madagascar, et ce, malgré les violences meurtrières de ce week-end. Ils protestent contre un projet de réformes électorales. Le vaudou, un outil de la biodiversité. Au Bénin, les mangroves sont sacralisées par Vodou Zangbeto, encore appelé gardien de la nuit. Emmanuel Macron entame aujourd'hui sa première visite d'État à Washington. Au sommaire des discussions entre le président français et son homologue américain, les récentes frappes aériennes menées en Syrie et l'accord nucléaire iranien. Alors, Emmanuel Macron et Donald Trump, duel ou duo? Élément de réponse, Anne-Marie Diaz-Borges. C'est sous un soleil d'été à Paris que s'est enracinée l'amitié entre le symbole de l'élite mondiale et le magnat de l'immobilier devenu locataire de la Maison-Blanche. Emmanuel Macron avait réservé un accueil d'empereur à Donald Trump pour les célébrations du 14 juillet. En retour, le président américain a fait de son homologue français le premier dirigeant étranger à être reçu en visite d'État à Washington. Rien ne nous séparera jamais. L'amitié entre nos deux pays et entre nous-mêmes, je devrais le dire, rien ne peut la briser. Cependant, rien n'était joué d'avance entre les deux hommes. Au sommet de l'OTAN, Macron avait snobé Donald Trump. Il marque ensuite quelques points avec le fameux poignet de fer, un test de domination entre les deux chefs d'État. Froissé, Donald Trump prend la décision de désengager les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, contre-coup auquel répond Macron avec la parade Schwarzenegger. Et ensemble, nous allons rendre à la planète sa grandeur. Mais depuis le 14 juillet, les relations se sont adoucies entre les deux chefs d'État. Macron, connu pour son pragmatisme, opte pour une offensive de charme, une aubaine pour le président américain qui cherchait un allié de taille de l'autre côté de l'océan. Les Français vivant aux États-Unis, comme Béatrice et Stéphane, observent avec distance le jeu d'équilibriste de leur président qui tente de se rapprocher d'un homme très impopulaire auprès des Français. Je pense que leur relation est basée sur ce qui me semble être un amour sans concession. Ça leur permet de se dire des choses crues et pour cela, il faut une proximité. Je ne pense pas que cela lui fera du mal. Nous devrions être contents de cela. Espérons qu'il saura s'y faire jusqu'à la fin du mandat de Trump. Ce qui est certain, Emmanuel Macron a réussi à s'adjuger le droit d'être le premier convive d'État du président Trump. En revanche, il n'est pas sûr que cela suffise à faire avancer le dossier que défend le président français sur l'échiquier international. Mais entre les deux hommes semblent exister tous les ingrédients d'une relation spéciale. Des centaines de partisans de l'opposition malgache ont à nouveau défié le président du pays, Eraso Narimpian. Ils manifestent dans la capitale Antananarive pour dénoncer les violences du week-end. Samedi, une manifestation de l'opposition avait dégénéré en violents affrontements entre 1 millier de personnes et les forces de l'ordre. Christophe Parra. Voici les scènes d'ébullition du week-end qui ont poussé le président malgache à monter au créneau pour dénoncer ce qu'il considère comme une tentative de coup d'État. Ces manifestants en colère sont des partisans de l'opposition. Ils ont bravé une interdiction des autorités pour crier leur ras-le-bol. Conséquence, ils ont trouvé la police anti-émeute sur leur chemin. Cela a débouché sur une sorte de bataille rangée, rythmée de jets de pierres et de tirs de gaz lacrymogène. Les manifestants dénoncent un projet de réforme électorale destiné, selon eux, à exclure certains candidats de la course à la présidentielle
prévu en fin d'année. Pour les députés de l'opposition, il y a eu corruption de certains autres députés pour que la loi ait pu passer. Il y a certaines dispositions sur les condamnations qui, en principe, devraient rester confidentielles et qui, avec cette disposition, deviendraient donc non seulement publiques, mais en plus empêcheraient Marc Ravalman, qui a fait l'objet de condamnation, de participer à la prochaine élection présidentielle. Le déploiement des forces de sécurité pour empêcher la manifestation n'a fait qu'exacerber la colère des manifestants. On veut manifester et on en a absolument le droit selon la Constitution. Mais voyez ce qui se passe. Tirer du gaz lacrymogène, c'est opprimer le peuple qui aujourd'hui veut exprimer sa douleur due à la situation actuelle dans le pays. Dans un pays où le taux de chômage est élevé et le pouvoir d'achat faible, le rejet de la réforme électorale n'est pas la seule motivation pour les manifestants. Nous sommes ici pour manifester contre la mauvaise gouvernance. La vie est trop dure et nous ne pouvons plus la supporter. Selon un bilan provisoire de sources hospitalières, 2 personnes ont été tuées lors des manifestations du week-end. Les mêmes sources font état de 16 blessés. C'est pour dénoncer le recours à la force que les manifestants ont encore investi les rues ce lundi, défiant le président qui a averti que l'anarchie ne sera pas tolérée. Et on passe à présent au reste de l'actualité, en bref et en images. Et on commence avec ces nouvelles royales. C'est un garçon. Kate Middleton a donné naissance à son 3e enfant à 11h ce matin, heure de Londres. Le nouveau venu dans la famille royale britannique pèse 3,8 kg. Il rejoint son frère George et sa sœur Charlotte et il prend ainsi la 5e place dans l'ordre de succession au trône britannique. Alors le nom du bébé pour l'instant sera annoncé en temps voulu, a indiqué le palais. 20 ans de prison, c'est la condamnation de Salah Abdeslam, le seul suspect des attentats de Paris de 2015, toujours en vie. Abdeslam a été reconnu coupable pour sa participation à une fusillade avec des policiers à Bruxelles alors qu'il était en cavale. Il reste pour le moment dans l'attente de son procès pour son rôle dans les attentats dans la capitale française. En Égypte, il y aurait 400 000 civils dans le besoin urgent d'aide humanitaire dans le nord du Sinaï. Une situation dénoncée par Human Rights Watch et qui fait suite à une opération menée par l'armée égyptienne contre des activistes. Le président Al-Sisi avait ordonné à ses troupes d'utiliser la force pour mettre fin à la menace du groupe de l'État islamique au Sinaï. Et enfin, en Iran, l'Iran interdit à ses banques et ses institutions financières d'utiliser des crypto-monnaies, y compris le Bitcoin. Une mesure pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon la Banque centrale. Mais pour certains Iraniens, les monnaies numériques sont un moyen de surmonter les problèmes causés par les sanctions internationales et les banques défaillantes du pays. Cette semaine, la BBC s'intéresse aux façons dont les gens interagissent dans un monde de plus en plus polarisé. Alors, le premier épisode de notre série Au-delà des frontières nous amène à Naivasha, la plus grande prison du Kenya. Les gardes et les prisonniers assistent ensemble à des séances de méditation pour aider à combler le fossé qui les sépare. Léon Medraogo. Une scène inhabituelle, dans un lieu caractérisé par le désespoir, la tension et l'agressivité. Ils appellent ça le rire conscient. Cela implique de vivre l'instant présent, en d'autres termes, prêter attention sans jugement à ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous. Cela réduit le stress et l'anxiété et aide à mieux gérer les émotions. Pour Willis Opondo, qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour vol avec violence, ces séances ont changé son point de vue sur les gardiens de prison. Entre nous, c'était comme l'enfer et le paradis. Il n'y avait nulle part où nous pouvions les rencontrer, ni même parler à qui que ce soit. Aujourd'hui, je les vois comme mes frères, mes protecteurs. Nous pouvons parler, nous pouvons discuter, nous pouvons rire. J'ai parlé à un gardien et je lui ai expliqué comment se rendre chez moi. Il a amené ma famille à la prison. Il m'a permis de voir ma fille pour la première fois.
Kevin Onyango est gardien et dirige également les séances de méditation. Dans des circonstances normales, il n'est pas facile de parler de vos relations avec des détenus et vice-versa. Mais grâce à ce programme, nous sommes si proches, nous partageons tellement de choses que nous nous ouvrons juste pour obtenir des conseils. Tout le monde ici reconnaît que chaque jour est un combat. Mais avec le temps, ils créeront, espérons-le, des relations significatives qui iront au-delà de la couleur de leur uniforme. Place au sport à présent. Mohamed Salah a été élu meilleur joueur de la Première Ligue anglaise. L'Égyptien a été récompensé par l'Association des footballeurs professionnels. L'attaquant a d'ailleurs marqué son 31e but en Première Ligue samedi dernier lors du match nul 2-2 contre West Bromwich. Le joueur de Liverpool, je vous le rappelle, avait aussi été élu meilleur footballeur africain BBC de l'année 2017. Et pour leur première rencontre depuis l'annonce du retrait d'Arsène Wenger en fin de saison, les joueurs d'Arsenal ont battu West Ham 4-1 ce dimanche. L'occasion pour Arsène Wenger de s'exprimer pour la première fois depuis l'annonce de son départ après 22 ans de règne. Chacune des décisions que j'ai prises en 22 ans était pour le bien d'Arsenal. Même quand c'était de mauvaises décisions, c'était toujours avec une priorité, bien faire pour le club. Et j'ai essayé d'influencer le club sur le côté structurel et le développement de joueurs individuels et bien sûr le style de jeu et les résultats. Mais combiner les trois n'est pas toujours facile. Et je crois que je laisse un club qui est dans une position très forte sur tous les fronts. Et quant au programme de ce soir, Everton affrontera Newcastle en Première Ligue anglaise. Pendant ce temps, après avoir atteint la finale de la Coupe d'Angleterre avec une victoire 2-0 sur Southampton, le manager de Chelsea, Antonio Conte, a déclaré que Manchester United serait favori au match prévu le 19 mai. Direction à présent le Bénin, où les rites vaudous sont un moyen de conservation de la biodiversité dans la réserve de la Bouche du Roi. Cette réserve, qui se trouve au sud du Bénin, s'étend sur 9677 hectares et c'est le vaudou Zangbeto, ou alors appelé gardien de la nuit, qui est utilisé pour la sacralisation de plusieurs centaines d'hectares de mangroves. Explication avec Franck Noudofinin. Nous assistons ici à une cérémonie rituelle pas comme les autres. Au sud du Bénin, lorsque la divinité Zangbeto, encore appelée gardien de la nuit, sort en plein jour, cela revêt une importance capitale. Ces dernières années, les changements climatiques et les pressions exercées par l'activité humaine ont eu de sérieuses conséquences sur les ressources naturelles au Bénin. Dans la réserve La Bouche du Roi, le Zangbeto est depuis plusieurs années utilisé pour la sacralisation des zones de mangroves. Cet écosystème est particulièrement riche en ressources forestières et halieutiques. On peut dire qu'avec la protection du vaudou Zangbeto, ces mangroves sont mieux protégées, interdites de coupe par les populations riveraines, donc ce qui permet un meilleur développement de ces écosystèmes de mangroves. Située à l'extrémité ouest du littoral béninois, la réserve La Bouche du Roi est un delta formé par le fleuve Mono. Elle longe la frontière avec le Togo et se jette dans le golfe de Guinée. À ce jour, 7 villages ont fait recours à cette méthode pour sacraliser leur zone de mangrove. Nous avons nos lois, elles sont protégées par nos divinités. Chacun sait donc à quoi s'attendre quand les lois sont foulées aux pieds. Nous sommes tout à fait d'accord avec la cérémonie de sacralisation qui a lieu aujourd'hui. Le Zangbeto est quelque chose qu'il faut craindre. La superficie totale de mangroves sacralisées dans cette réserve est évaluée à 530 hectares. Mais la Bouche du Roi, c'est au total 9677 hectares. Franck Noudofinin pour BBC Afrique. Et on termine ce journal avec l'histoire de ce héros à 4 pattes. Ça se passe en Australie. Une fillette de 3 ans s'est éloignée de chez elle et puis elle s'est perdue. Mais heureusement, Max, le chien de la famille, qui est en partie sourd et aveugle, l'a suivie. Et il est resté à veiller sur elle pendant 16 heures jusqu'à l'arrivée des secours. Continuez à vous informer sur notre site internet, toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, en particulier au Cameroun, sur Canal 2. Où que vous soyez, très bonne soirée à tous.